Maintenant, je vais inviter nos participants à la table ronde à monter sur scène. Donc, de l'autre côté. Donc, ce sont nos clients partenaires que nous invitons aujourd'hui à témoigner effectivement par rapport à leur transformation digitale. Sarah Bouchrara, directrice marketing et communication chez Orange. Firs Hamza, responsable système d'information chez Biat. Dhieb Taifa, j'ai eu du mal par rapport à ton poste. Sales. Aide-moi là. Sales B2B chez Ooredoo, voilà. Et pourtant, il me l'a répété plein de fois, là, vraiment. Et Laurent Moisson, qui est entrepreneur dans le digital, qui travaille avec Business et Décision, et qui peut accompagner très en amont les clients sur la définition de leur stratégie digitale et sur la meilleure façon de travailler sur les cas d'usage, sur les parcours clients, sur l'optimisation de ces derniers. Donc on va démarrer la table ronde. Je passe le micro à Laurent. Merci Neila. Alors, vous avez pu constater que je ne suis pas pour l'instant sur cette table ronde, qui ne l'est pas d'ailleurs. Mais je vais vous rejoindre bientôt. Alors, merci pour cet exposé qui était complet, brillant, etc. J'ai tout compris. Mais moi, j'aimerais vous ramener sur un constat beaucoup plus basique. Il y a 15 ans, quand on disait digital, on voulait dire doigt. Le sens des mots a bien changé. Donc aujourd'hui, on entend digital partout, et objectivement, on n'y comprend plus rien. Tous les jours, on invente un nouveau mot. Donc, Neila, je t'ai entendu dire 2 fois disruption, qui est un mot intéressant, voilà, et qui effectivement n'était pas très utilisé il n'y a pas très longtemps. Et voilà, donc on a des nouveaux mots et ça brouille complètement notre perception des choses. Et il y a un moment, on est un petit peu perdu. Je pense que l'humanité est en train de vivre une période de grande créativité lexicale qui démontre qu'on est vraiment en train de changer les choses. Alors vous pouvez voir sur cette slide que les choses changent, c'est-à-dire à une époque c'était des journaux, maintenant ce sont des smartphones, mais l'humain reste le même. Il continue à attendre le train ou la diligence et il continue à lire en attendant. Ça, c'est très important. Quoi que vous entendiez sur le digital, on doit revenir au tréfonds de l'humanité, c'est-à-dire ce qui nous caractérise et qui change finalement assez peu avec le temps. Alors, la plus grande rupture est là où on va se focaliser, nous, ce matin. On ne va pas brosser l'intégralité des choses sur le digital. C'est qu'est-ce qui oblige les entreprises à s'adapter. C'est en fait un changement radical de ce qu'on appelle le parcours client. Donc, pour rappel, le parcours client, c'est tout le cheminement qu'un prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir à un moment donné une intention d'achat, va avoir jusqu'à son achat lui-même, jusqu'au moment où il va devenir client. Bon, il se trouve que le monde précédent était organisé de façon simple et plutôt industrielle. Il était basé sur le cycle économique qui est encore valable, en bonne partie, en tout cas dans un certain nombre de pays, qui est l'organisation fordiste. Donc Henry Ford, c'est celui qui a lancé la Ford T, et donc son maître mot, c'était faire que les choses soient industrialisées. Vous aviez des produits en masse, donc des voitures, toutes les mêmes, donc il fallait les vendre en masse, donc on a créé des grands réseaux de distribution, on a créé des hypermarchés, on a créé tout un tas de choses qui permettent de vendre en masse. Et pour les vendre, pour remplir ces centres commerciaux et ces boutiques, il fallait communiquer en masse. Donc là, on avait finalement un canal qui était le canal roi, la télévision, qui n'a pas disparu comme vous pouvez le constater, mais qui, à l'époque, était encore plus puissante puisqu'elle était la seule à avoir cette capacité de générer de l'émotion. L'émotion, c'est ça qui va vous convaincre que ce produit, vous en avez besoin. Voilà. Ce canal-là, aujourd'hui, enfin, en tout cas à l'époque, pardon,
était le canal roi, et il avait un système très uniforme, qui était de dire, on crée l'intention d'achat, sauf que pour la créer, vous regardez la télé dans votre salon, donc vous n'êtes pas au milieu du centre commercial, donc on a besoin de répéter les messages, pour que vous les mémorisiez. Donc la répétition de la marque et du produit, c'était le standard, comme ça, quand vous étiez le mardi devant votre télé, et ben le samedi, quand vous arriviez dans le centre commercial, vous vous rappeliez du produit. C'était la seule façon. D'accord ? Et là, tout a changé. Alors qu'est-ce qui change? Et à cause de qui? À cause de lui. Steve Jobs, fondateur d'Apple et créateur de l'iPhone. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Tout simplement, il a mis le digital dans nos poches. C'est-à-dire que maintenant, quand on est dans une boutique, on peut très bien essayer une paire de chaussures et l'acheter en ligne. C'est-à-dire que ce parcours client qui était unilatéral, de la télé à la boutique, avec le vendeur qui allait faire son œuvre, maintenant, il peut commencer dans la boutique et se terminer sur Internet. Il peut aller dans à peu près tous les sens. Constatez que ces phénomènes commencent à être massifs alors qu'ils sont assez récents. En quelques années, on a maintenant un nombre significatif de consommateurs qui font ce qu'on appelle du showrooming, c'est-à-dire qui utilisent le point de vente comme un showroom où on va voir un produit, on va le toucher et ensuite on va l'acheter en ligne. Donc le parcours client est en train d'évoluer à grande vitesse et le système de la répétition est en train de disparaître. En tout cas, on a beaucoup moins besoin de répéter. Parce que quand vous avez un message qui arrive sur un canal digital, vous êtes en mesure de transformer immédiatement, c'est-à-dire de prendre rendez-vous avec quelqu'un, c'est-à-dire éventuellement d'acheter en ligne, ou en tout cas de réserver votre produit. Alors ce n'est pas vrai partout, on fera un focus tout à l'heure sur le marché tunisien, mais c'est la tendance. Donc on passe d'un système où la publicité devait répéter à un système où elle doit être pertinente, c'est-à-dire s'adresser à vous, pour vous toucher. Si vous êtes, vous êtes un homme, on ne va pas s'adresser de la même façon si vous êtes une femme. Si vous avez tel âge, c'est pareil. Donc en fonction de ça, je vais vous envoyer un message qui va vous toucher de façon à ce que vous transformiez cet achat immédiatement, grâce aux canaux digitaux. Donc, comme le disait tout à l'heure Naïla, on est vraiment dans le traitement de la donnée. Ce qui est intéressant, c'est que ce parcours client et ces réflexes digitaux sont aujourd'hui on a ces réflexes dans les magasins physiques. Quand vous commencez à être habitué à ne plus faire la queue, à ne plus avoir de rupture de stock, à avoir une information importante, et que vous allez dans un point de vente où vous n'avez pas ces éléments-là, et bien vous êtes déçu. Donc, les points de vente sont obligés de se mettre au digital, de se digitaliser, de se mettre aux normes là-dessus. Et ça, c'est un vecteur d'investissement, en tout cas c'est un chantier qui est immense. Tous les gens, toutes les entreprises qui ont des boutiques sont touchées par ça. Ce parcours client, ces évolutions-là, ça n'est pas sans impact par rapport à l'organisation des entreprises. Il faut tout simplement, alors je suis désolé, c'est tronqué, mais il faut tout simplement réinventer les métiers et l'organisation. Et on va le voir ensemble dans un instant. Eh bien, quand vous avez un client qui bouge, qui n'achète plus de la même façon, eh bien, vous êtes, vous, obligé de bouger également parce que vous n'allez pas vendre de la même façon. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va se poser un certain nombre de questions tout de suite, parce que à côté, attendre dans l'ombre, enfin pas tant dans l'ombre que ça d'ailleurs, hein, dès qu'un certain nombre de contraintes seront tombées, vous allez être en concurrence avec le monde, avec des entreprises qui ont déjà investi, qui sont devenues des géants mondiaux et qui sont des véritables terreurs, c'est-à-dire qu'elles prennent des parts de marché en tuant tout simplement leurs concurrents. Et comme le disait Naïla, elles disruptent, c'est-à-dire qu'elles prennent un marché, elles en changent l'ADN, elles en changent les normes, et finalement ce sont les acteurs traditionnels qui se retrouvent étrangers chez eux. Voilà, je vous remercie, et maintenant on peut commencer la table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres micros? Il y a un micro, très bien. Donc moi j'ai gardé le mien parce que je l'aime bien. En fait. Allô? Ça marche? Très bien.
Ah bon. On ne dit pas allô chez nous. Alors, Neila, je te présente mes excuses. Voilà, alors, nous avons autour de nous un panel de personnes fort compétentes et sympathiques, ce qui est toujours bien pour animer une table ronde. Je pense que là, on a parlé un petit peu des phénomènes globaux, mondiaux, c'est intéressant. Maintenant, ce n'est pas forcément la réalité de tout le monde. Donc j'aimerais qu'on fasse maintenant un petit peu, qu'on se focalise sur le marché tunisien et qu'on voit ses spécificités. Il y en a un certain nombre, on voit qu'il est touché par un certain nombre de tendances mondiales, mais il y a des spécificités locales, comme dans tout pays, comme dans toute culture, et c'est ça qui va vous permettre, c'est en fait le croisement de ces deux phénomènes, qui va vous permettre d'être pertinent au moment où vous allez lancer vos initiatives digitales. Voilà. Je vous rappelle qu'avoir raison trop tôt, ça s'appelle avoir tort, donc ça ne sert à rien d'aller trop tôt quand le marché n'est pas prêt. Par contre, arriver trop tard, c'est mortel. Donc, peut-être peut-on commencer par vous, Sarah, sur une question finalement assez large, qui est de brosser le portrait du marché, de son niveau d'équipement, puisque pour que le digital puisse se répandre rapidement, naturellement, il faut que les entreprises investissent, mais il faut aussi que les consommateurs finaux et les employés disposent des terminaux digitaux, que sont les smartphones, que sont les ordinateurs, les tablettes, etc., et puissent accéder aux réseaux digitaux, notamment via la 3G, via la DSL, etc. Non, là c'est bon. Bonjour. Oui, juste une petite anecdote, juste pour commencer. Il y a 5 ans, quand on a fait le lancement d'Orange Tunisie, et qu'on a insisté pour être sur Facebook dès le départ, etc., on avait, pour le lancement, prévu un jeu, en fait, avec de la contribution des internautes. Et on nous avait dit, mais jamais ça ne marche pas, mais en Tunisie, l'Internet, mais oubliez, enfin, vous êtes parti sur un truc qui est trop compliqué, en plus la contribution des gens, enfin, etc. Et en fait, ça a été juste un gros succès, 50 000 installations d'applications, enfin, c'était vraiment pour le lancement quelque chose d'assez impressionnant. Juste pour dire que vous aurez toujours, quand on est justement sur le digital, vous aurez toujours ces mêmes phrases qui vont revenir. Mais ils ne sont pas sur Internet. Les gens en Tunisie ne sont pas sur Internet. En plus, ils ne contribuent pas, etc. Alors aujourd'hui, il y a des chiffres qui démentent tout ça. Et elles existent et on peut les vérifier. Aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, on sait qu'il y a 4,5 millions d'utilisateurs, par exemple, Facebook, en Tunisie. Hein. Et quand on sait qu'on est dans les 5 millions d'internautes en Tunisie, ça fait pas mal de monde qui est sur Facebook. Sur ces 4,5 millions, 3 millions consultent aussi Facebook sur leur mobile. Donc, quand on dit les smartphones, c'est quelque chose... non, en fait, le marché n'est pas équipé, c'est faux. Aujourd'hui, fin 2013, on était à 15%, on estimait un parc de smartphones en Tunisie de 15%. Sur fin 2014, on peut estimer, les chiffres ne sont pas encore là, mais on essaye un peu toujours mais on peut estimer qu'on est arrivé à 20%. 20%, ce n'est plus quelque chose de niche. Hein. Quand on dit que 20% des gens sont équipés en smartphone, et quand on sait que le développement des Android accessibles, etc., voilà, des ventes est assez impressionnant. Donc tout ça pour dire, je prends aussi YouTube, c'est un phénomène aussi. Par exemple, en mars 2013, YouTube, on était à 1,5 million d'utilisateurs. Avril 2014, on est à 3,5 millions. C'est parlant d'utilisateurs. Aujourd'hui, YouTube, par mois, les Tunisiens, je parle de Tunisiens, hein, ça c'est des chiffres tunisiens, les Tunisiens consomment 300 millions de vidéos par mois. C'est des chiffres tunisiens. Donc quand on dit qu'il y a aujourd'hui que le digital c'est un peu tôt en Tunisie, soit on n'est pas au fait de ces chiffres-là, soit on ne les regarde pas, mais il y a un vrai souci. Donc aujourd'hui, le marché est là. Il n'y a pas que les jeunes, j'insiste, parce qu'on dit aussi c'est les jeunes. Non, il n'y a pas que les jeunes, il y a les actifs. Ce que j'appelle actifs, c'est les 25-35 ans. Il y a d'autres cibles, donc on peut tout à fait aller chercher les clients en Tunisie aujourd'hui sur le digital. Alors, chiffre très intéressant, donc vous pouvez voir la croissance. Quand on prend 5 points
d'équipements en smartphone sur une année, c'est colossal, et il n'y a pas de raison que ça diminue, hein. Ça va même s'accélérer effectivement avec l'arrivée de matériel un petit peu moins cher. Deuxième élément intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que on est passé immédiatement à un Internet, une consommation digitale concentrée sur le mobile, c'est-à-dire que on n'est pas passé par le stade précédent qui était un Internet consommé sur le PC. Le PC est aujourd'hui déclinant. Il est assez probable qu'on saute une génération, et d'ailleurs un petit peu de la même façon sur le type de sites qui sont consultés. C'est qu'on n'est pas tellement sur la consommation de sites d'information standards, classiques, un petit peu historiques du web, mais on est beaucoup plus axé sur une consommation liée aux médias sociaux. On a sauté une génération, effectivement. On est arrivé directement au Web 2.0. Et ça, est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui va rester, ou c'est quelque chose, enfin je veux dire notamment sur le fait que ça soit très orienté sur, 1, le mobile, 2, sur les médias sociaux? Sur le mobile, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est une tendance mondiale. Aujourd'hui, on est en phase avec ce qui se passe. C'est ce qu'on a, enfin, si on prend nos cas à nous, c'est ce qu'on a toujours en main aujourd'hui, enfin, on le voit. Donc voilà, enfin, vous l'avez tous, vous le consultez tout le temps. Donc c'est une réalité aujourd'hui, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites, etc. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas meilleur. Et d'ailleurs, je m'étonne aujourd'hui que les entreprises tunisiennes ne créent pas d'applications, enfin ne vont pas dans ce système d'écosystème d'applications, etc. Parce que quand on voit les Tunisiens, l'usage aussi de leur téléphone, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc encore une fois, on est en phase avec les tendances mondiales, on n'est pas hors des tendances mondiales, et ça il faut qu'on le comprenne, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie entre l'usage des clients et la perception chez nous, les annonceurs, enfin, les entreprises, etc., où on a plutôt tendance à minimiser ce phénomène. Oui. Excuse-moi, je vais anticiper sur une question. Je pense qu'il y a un point important, un tweet qui m'a inspiré par rapport au thème de cette matinée. Déjà parler de transformation digitale, ça c'est le thème de notre matinée, c'est déjà dur de passer après Neila et les premières interventions, mais je pense qu'il faut partir sur la transformation avec le digital. En fait, la partie dont on vient de parler, Facebook, Twitter, YouTube et tout ça, ça c'est une partie. Mais la transformation aujourd'hui, et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Laurent, quand on vient le matin dans une entreprise, il y a vraiment 3 clients dans l'entreprise. Il y a 3 principaux clients. Je pense que Neila a commencé à en parler lors de la présentation. Mais il y a le premier client, quand on vient le matin, c'est l'actionnaire et le management. Le deuxième client, c'est les collaborateurs. Et le troisième client, ce sont les vrais clients de l'entreprise qui utilisent le service préparé ou vendu par cette entreprise et qui va générer ce chiffre d'affaires-là. Donc aujourd'hui, le digital, il va transformer les process et l'organisation qui permet de satisfaire l'un de ces 3 clients, qu'ils soient actionnaires, collaborateurs ou clients. Tout à fait. Voilà. Alors tout à fait, et je pense que pour mettre de l'emphase sur ce que vous venez de dire, c'est que la transformation en cours est nécessaire dans l'entreprise, doit se faire rapidement puisque, vous venez de le voir, le marché est prêt. Les appareils sont là, les usages sont là. Alors il y a peut-être un élément effectivement qui aujourd'hui doit avoir un petit effet de rattrapage, c'est la constitution de sites internet d'univers de marque, c'est-à-dire qui ne soient pas uniquement Facebook, qui ne soient pas uniquement médias sociaux, puisque Facebook n'est pas la panacée là-dessus. Je peux peut-être là-dessus vous écouter, Sarah. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui aussi, ça c'est pour illustrer justement l'usage. Là, on parle vraiment de l'usage pour un peu mettre le contexte, pour poser le contexte et dire déjà, parce que pour éliminer cette question du digital, en Tunisie, on n'est pas encore prêt. Ça, voilà. Mais tout ça pour dire, après, on a des réactions qui sont plutôt tout sur Facebook, parce que c'est facile, parce qu'on ouvre une page et que plus ou moins les coûts sont moindres, etc. Bon, ce qui est pour un annonceur aussi une aberration, à mon sens, parce que
Facebook, et il faut y aller, on est d'accord, enfin, les réseaux sociaux, pour parler aux clients, c'est un canal de relations clients, d'interaction, mais ce n'est pas mon univers de marque. Et c'est celui de Facebook. Et aujourd'hui, Facebook nous le rappelle très bien, comme justement le disait Neil lors de son intervention. Tout le monde est venu, c'était gratuit, c'était bien beau, on était à la chasse aux fans, on s'est constitué une belle communauté de fans. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque post qu'on fait, le reach naturel, ce qu'on appelle le reach naturel, c'est-à-dire que en fait, votre post, la pénétration qu'il va avoir sur la communauté que vous avez, bah, la courbe, elle est simple, elle est comme ça en fait. Alors qu'avant, vous postiez et tout le monde, tous les fans, ou plus ou moins, pouvaient voir le post. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous devez payer, sponsoriser ce post, même pour vos, pas pour des prospects, mais pour vos fans, vos propres fans. Donc, le business model de Facebook a complètement changé. Aujourd'hui, on est dans la monétisation, un peu comme un Google. Donc, pour être vu par vos propres fans que vous avez constitués et achetés, au fil du temps acheté dans le sens des applications, des animations que vous avez faites, du budget que vous avez investi. Aujourd'hui, vous devez payer pour que l'information soit vue par vos fans. Donc, ceux qui ont cru que ça pouvait supplanter un site, là, ont vu la dure réalité. C'est-à-dire que moi, quand je fais mon propre site, il faut l'utiliser pour ce que c'est effectivement un canal de relations clients qui nous permet, encore une fois, d'interagir, etc., mais aussi une source de trafic pour son propre site. Parce que mon site de marque, d'abord c'est une vitrine pour moi parce que c'est mon univers, je peux y déployer mon univers, mais aussi je peux qualifier une base de données, je peux déclencher l'outil de CRM, etc., et derrière avoir des newsletters. Enfin, il y a tout, et c'est à moi, ils sont à moi, une fois que j'ai qualifié ma base de données, elle est à moi, hein, elle n'est pas à Facebook. Et on a souvent cru que justement elle était à nous quand elle était sur Facebook, et aujourd'hui c'est une dure réalité. Voilà, alors effectivement, je pense que les personnes qui pensent que Facebook, Twitter, Google sont avant tout des entreprises qui sont mues par des pensées humanistes se trompent. Elles sont là pour gagner de l'argent le plus possible, et donc tout ce qui est gratuit, au bout d'un moment, se paiera. Et en vous appuyant, enfin, en gros, en abandonnant votre stratégie digitale à ces acteurs-là, vous prenez de gros risques. Le risque qui vient d'être illustré par Sarah, c'est-à-dire que vous avez dépensé beaucoup d'argent, vous avez des actifs, et au bout d'un moment, ces actifs ne peuvent plus être touchés par votre communication. On revient maintenant en Europe à des procédés qu'on pensait vieillissants et presque en train de disparaître. L'emailing. Eh bien, quand vous avez une base mail, c'est peut-être pas sexy parfois de recevoir un mail. En attendant, il est ouvert, vous pouvez mesurer ça. Et en tout cas, vous êtes maître complètement de votre communication. Donc ça, c'est très important de vous dire que Facebook, ce n'est pas la panacée. C'est un canal indéniable. Il faut intégrer ça dans sa stratégie. Mais vous avez également cette obligation d'investir sur les autres canaux digitaux. Voilà. Alors, tout ça pour dire que le marché est là, la consommation, les usages sont ici. Il y a quand même en fait, une digitalisation extrêmement rapide et plutôt mature de la Tunisie. Par contre, quand on regarde l'e-commerce, alors là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une anomalie. Hein, c'est-à-dire que généralement, quand on voit des usages aussi développés sur la partie on va dire digital média, hein, la consommation de contenu sur le mobile, etc., vous avez finalement un développement de l'e-commerce qui se fait à peu près en même temps. En Tunisie, ce qui est saisissant quand on regarde par rapport aux moyennes mondiales, c'est que ce n'est pas le cas. On est plutôt dans le haut sur la partie consommation digitale traditionnelle, et par contre, sur l'achat, on n'y est pas du tout. Donc là-dessus, je serais assez intéressé par votre avis, Dié, sur l'e-commerce et sur pourquoi est-ce qu'il y a cette dichotomie. Alors, sur la partie e-commerce, bon, le sujet est vaste, mais je pense qu'il faudrait peut-être l'aborder sous 2 ou 3 angles. Le premier, c'est que le e-commerce, ce n'est pas le commerce traditionnel qu'on met sur Internet. Ça, c'est la première règle. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un site et tout de suite, il y a eu, je
pense qu'on va revenir au contexte tunisien. Il y a eu plusieurs séminaires, pourquoi le e-commerce ne décolle pas, et tout de suite on ressort les problématiques, M-payment, nombre de cartes. Voilà. Donc, je pense que ça c'est la première règle. Je vais vous donner un exemple pour dire que un exemple de e-commerce, c'est qu'il faut que l'idée, le business initial, le business model soit fait pour travailler avec les outils collaboratifs et autres. Donc c'est toute l'idée initiale qui doit être innovante et qui permet d'utiliser les technologies d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, j'ai lu ça récemment. Il y a quelqu'un qui, en France, c'est un jeune entrepreneur qui a eu l'idée de lancer un site pour rendez-vous avec cardiologue. Donc vous savez, cardiologue, c'est une spécialité qui est très demandée. Et alors quand on demande un rendez-vous avec un cardiologue, généralement c'est dans 2 mois, dans 6 à 8 semaines, généralement pour les meilleurs. Et comme pour les cardiologues, donc quand on a besoin de ce service-là, généralement, il arrive qu'on n'arrive pas à cette date-là. Donc il y a des rendez-vous qui sont annulés avant. Donc on se retrouve avec des cardiologues qui ont 1 ou 2 trous dans leur agenda le jour J. Donc c'est un malade qui se décommande à la dernière minute. Alors ce monsieur-là, il a trouvé une idée que je trouve géniale. Donc il est parti de ce constat et en disant, il a mis tous les médecins cardiologues dans une chaîne. Donc il a fait un site de cette manière-là. Il a inscrit tous les malades et il gère les last minutes des rendez-vous perdus. Donc tout simplement, donc J-1 ou J le jour même. Donc quelqu'un qui se décommande, donc il a l'agenda de ce cardiologue-là, il choisit, plutôt il y a des malades qui sont inscrits, et donc il y a un partage de calendrier, et il associe un malade à un rendez-vous qui vient de se libérer, et il vient de générer un business en partage de revenus. Voilà ce genre d'idée, ça ne peut pas marcher dans le commerce traditionnel, et donc c'est de l'innovation. Donc pour moi, tout ce qui est commerce et e-commerce et commerce électronique, c'est que la technologie aujourd'hui, elle permet de faciliter la vie du client, la vie de l'utilisateur, la customer experience. Mais c'est vrai qu'elle rend les choses et le métier dans l'entreprise un peu plus complexe. Et c'est ça toute l'évolution qu'il y a à faire dans les business models des entreprises. Alors là, effectivement, bonne illustration d'un business model qui est finalement inventé autour d'un service. Ensuite, il y a effectivement des éléments de prolongement des business traditionnels, notamment le commerce pur et dur, avec des modèles internationaux qui tardent à s'importer sur la Tunisie, et notamment avec des parts de marché des grands acteurs, notamment Amazon, qui sont inexistantes ou quasi. Et ça, vous pouvez l'expliquer peut-être par certaines contraintes ou... Alors je pense que déjà, comme on est dans un monde technologique, déjà les GAFA dont on a parlé, aujourd'hui on ne parle plus de GAFA, il y a le fameux Alibaba qui est arrivé, donc on parle déjà non plus de 4, il y a 5. Donc déjà tous les concepts... Donc ça sera GAFA. GAFA. C'est moins joli. Voilà. Alors, ils sont présents ou ils ne sont pas présents, je pense qu'il y a plusieurs problématiques. Je pense dans les GAFA, il y a les Google, Facebook, je pense qu'on les voit et on vit avec 24/24, c'est déjà un bon point pour eux et pour nous. Le deuxième point, tout ce qui est commerce électronique, et là, à tout ce qui est Amazon, il est clair que la problématique de paiement, de dinars convertibles, de cartes, de DAB, je pense que Feres de la BIAD pourra en parler plus que moi, mais vous prenez par exemple entre le nombre de personnes bancarisées et pas, donc déjà il y a un décalage et une faille quelque part, que nous, par exemple chez Ooredoo, depuis longtemps, on a travaillé sur ce sujet-là avec le M-Payment et récemment on a signé aussi avec la SMT un projet dans ce sens-là, un accord qui va permettre de faciliter ces aspects-là. Mais encore une fois, je reste persuadé que c'est une question de business model et ce n'est pas un frein technologique. Le frein, il est du côté business et il faudrait qu'aujourd'hui, peut-être il y a une évolution avec la loi de finances 2015 et on va avoir la possibilité d'avoir des cartes qui permettent à un certain plafond d'acheter à l'étranger. Je pense que ça va permettre de faciliter les choses. C'est un bon point, mais à mon avis, pour faire le breakthrough, il faudra peut-être travailler un peu plus. Ouais.
justement, sur les cartes, sur la monétique, nous avons un expert parmi nous. Donc, Fares, je vous laisse un petit peu apporter quelques chiffres. Bonjour tout le monde. Donc, on parle de transformation digitale, justement. Là, je vais vous présenter des chiffres qui vont parler d'eux-mêmes. Donc, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que par rapport à la place, c'est qu'on parle à peu près de 600 sites marchands tunisiens. Sur les 600 sites, il y a à peu près 160 000 cartes qui sont utilisées. Pourtant, par rapport à la place, il y a 2,5 millions de cartes qui circulent. 2,5 millions de cartes qui circulent par rapport à 160 000 cartes qui sont utilisées sur ces sites-là, sachant que sur les 160 000 cartes, il n'y a que 34% des cartes qui sont locales. Le reste, c'est plutôt des achats depuis l'étranger. Donc c'est peu tout ça par rapport au nombre de cartes qui circulent. On ne peut pas dire qu'en termes de bancarisation, aujourd'hui, c'est quand même un taux assez intéressant. On a 2,5 millions de cartes qui circulent. Mais c'est vrai que ces cartes-là sont plutôt utilisées pour faire des retraits dans les DAB, dans les distributeurs automatiques. C'est-à-dire sur les 2,5 millions cartes, on a aujourd'hui dans les 50 millions de transactions, sur ces 50 millions de transactions, 80% c'est pour faire du retrait d'app. Donc le consommateur tunisien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son retrait au niveau distributeur. Après, derrière, il va faire ses courses sans utiliser vraiment sa carte, que ce soit au supermarché, chez le coiffeur ou ailleurs. Et voilà. Donc là, il y a vraiment un potentiel énorme dans l'utilisation de cartes comme un moyen de paiement, et tout le monde doit œuvrer pour qu'on aille plutôt vers cette logique, que ce soit en développant les sites marchands ou en développant la transformation. Sur les sites marchands, on en discutait pendant la préparation, vous aviez noté une contrainte justement pour intégrer les briques de paiement sur un site, c'est pas très simple. Alors, sur les sites marchands, bien sûr, il y a deux problèmes. Il y a le problème que ces sites marchands puissent utiliser des cartes étrangères, cartes internationales. Donc ça demande une certification de la part que ce soit de Visa, Mastercard ou autre. Et puis derrière, il y a toute une logistique qui doit être mise en place pour que ces sites marchands puissent acheminer les colis depuis leur point d'enlèvement vers les clients finaux. Et toute la problématique, elle est double aujourd'hui. Alors, effectivement, tout ça, ce sont des contraintes. Donc vous avez noté, effectivement, moi je pense que la diffusion des cartes de paiement n'est pas un problème. Parce que quand vous commencez à avoir 25% de part de marché, c'est suffisant pour lancer l'e-commerce. Donc il y a peut-être effectivement un problème de culture de cash, c'est-à-dire qu'on a des cartes, c'est plutôt pour retirer du cash et ensuite on paye en cash. Il y a aussi le problème de la logistique et de la livraison, un manque de confiance peut-être dans la qualité de cette livraison. Ça, ce sont des contraintes qui peuvent tomber assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment un message que j'aimerais vous faire passer. C'est qu'est-ce qui fait la différence entre un marché où les géants de l'Internet ont des parts de marché colossales et un marché qui est encore protégé, où finalement ils sont complètement absents? Eh bien, ce sont ces quelques barrières. Ces barrières, la plupart d'entre elles, c'est simplement un texte de loi, un élément technique sur du paiement. Sur la logistique, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais il y a déjà des géants de la logistique qui s'installent. Donc ça veut dire que dès que ça sera fait, vous allez avoir une déferlante. Alors est-ce qu'elle aura lieu dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an? On n'en sait rien, ça dépendra de ces barrières. Mais dites-vous que plus on attend, plus cette déferlante sera forte, parce qu'en face, vous avez des géants mondiaux qui, tous les ans, font des progrès. Voilà. Et quand ils font des progrès, ça veut dire que maintenant, Amazon qui installe un entrepôt, ça va très vite. Ils ont des accords mondiaux avec des logisticiens, ils ont leur propre logistique, et donc, vous allez vous retrouver avec un concurrent immédiat. Donc, utilisez dès maintenant le temps que vous avez du fait de ces barrières pour vous préparer à cela. Après, ça sera beaucoup plus compliqué parce que là-dessus, on a vu effectivement, avec l'exemple de Dié, que quand il y avait des idées
intéressantes et qui étaient dans le marché, elles fonctionnaient. C'est-à-dire qu'il y a une appétence de la population. Peut-être Sarah, vous pouvez nous dire un mot sur une expérience qui fonctionne bien dans le monde de l'e-commerce dont on a parlé en préparation. Justement, juste avant de parler, effectivement, il y a Funashop en fait qu'on peut citer qui est un distributeur en fait sur Internet, mais c'est un système par cooptation, etc. Et aujourd'hui, qui prend de l'ampleur puisqu'il était sur juste des denrées, on va dire simples, enfin conservées en boîte de conserve, etc. Et aujourd'hui, il s'ouvre sur de la viande fraîche, du poisson, etc. Donc, il y a un business model qui est en train de se créer. Il arrive à trouver, on va dire, un chemin. Mais juste pour dire que quand justement on a des soucis, enfin vous avez cité toutes ces contraintes, quand on a ce genre de soucis et que finalement ce qu'on vient de voir comme chiffres qui sont très intéressants, les gens sont équipés en carte bancaire, donc on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de carte bancaire. En gros, il y a certaines contraintes et un problème de confiance, si j'ai bien compris, pour y aller. C'est là où les grands justement doivent faire leur rôle. Et quand je dis les grands, ceux à qui on fait confiance aujourd'hui, nous, Tunisiens, consommateurs, où eux doivent driver ce business sur Internet. Je prends l'exemple, juste un exemple simple. Nespresso. Nespresso, c'est pour ça, je ne parle pas de start-up, c'est pour ça que je ne veux pas parler de start-up, je parle des grands. Hein. Donc Nespresso, je vous aurais fait le pitch, c'était fin des années 80, début 90. Hein. Je vous aurais fait le pitch en disant, alors, sur un marché où le café soluble est premier, etc. Et c'est Nestlé, Nespresso. C'est Nestlé. Numéro 1 mondial. Sur tous les marchés, sur le café soluble, etc. etc. Pourquoi irait-il chercher un nouveau business model? Mais c'est Nestlé qui est parti sur Nespresso. Ils se sont dit, le pitch, hein, vendre un café de qualité, avec un gramme de café, si vous ramenez au gramme du prix... Certains s'amusent à dire que ça coûte 1 gramme de drogue, enfin, c'est pour vous dire combien c'est. Et quelque chose de nouvelle technologie dans les machines. Donc on va sur quelque chose d'encore plus... vraiment, on change le marché. Hein. On va sur des machines. On va s'allier avec des constructeurs pour faire des machines de café. Et en fait, on va proposer aux gens de faire des cafés à la maison comme ils l'en boivent dans les cafés. D'accord ? Cette personne vous fait ce pitch-là dans les années 90. Hein. Donc c'est des petites capsules, on va faire des innovations avec deux nouvelles machines. Et en plus, on va vendre sur Internet. On ne va pas avoir de boutique. On va vendre sur Internet. Personne n'aurait signé. Ben, si c'était un start-up qui devait lever des fonds, mais c'était Nestlé. Ils se sont dit, effectivement, c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de relation avec le client direct. On dépend de distributeurs, etc. Et donc, on n'a pas cette relation client qui nous permet un peu d'avoir une relation directe avec nos clients. Et bien, effectivement, le digital va nous permettre, sur cette cible-là, parce que c'était au départ un business model sur le segment premium, donc c'était un café de valeur, etc. Mais de se dire, le digital va nous permettre d'avoir cette relation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, on ne parlait pas à l'époque de big data. Hein. On ne parlait pas. Hein. C'est du CRM pour eux. En fait, vous aviez des choix de café, et quand vous choisissiez toujours les mêmes cafés pour vous faire livrer, eh ben, on savait quelles étaient vos préférences. Donc on savait que vous aimiez le café plutôt fort, donc on vous proposait des cafés forts, on savait, etc., etc. Et donc, ils sont partis même dans le fait qu'à partir d'une certaine fréquence de commande, ils savaient prédire quand est-ce que vous allez tomber en rupture de stock de café, parce que vous n'y pensez pas. Vous arrivez avec la boîte, et ils vous livraient. Donc vous aviez la livraison, vous ne payez pas. Hein. Vous signez, et hop, on vous enlève l'argent, c'était une option en fait de votre compte. Donc c'est des choses, et aujourd'hui ils pensent au M2M, à intégrer justement des choses dans les machines pour savoir quand est-ce qu'elles vont tomber en panne, quand est-ce que vous avez besoin de tartrage, quand est-ce que vous... Donc tout ça, c'est un géant qui l'a fait, hein, c'est Nestlé. C'est pas une petite start-up qui a pensé, mais c'est un géant qui a pris, qui a eu une vision à un moment de se dire quel est le futur de mon marché, et le futur de mon marché c'est ça. Et aujourd'hui, c'est la success story qu'on connaît tous. Et ce n'est pas Georges Clooney qui a fait la success story, mais c'est bien le business model. Donc, non, c'est Jean Dujardin qui a fait. Alors, effectivement, hein, les entreprises majeures et dominantes ont leur part de responsabilité. Vous avez pu voir que quand les modèles sont adaptés aux contraintes, eh bien, tout de suite, ça fonctionne.
moi j'insisterai sur un modèle. On nous dit que le problème, c'est la livraison, la confiance dans la livraison et parfois le paiement. Il y a un système qui existe et qui marche très bien, qui s'appelle du click and collect, c'est-à-dire que vous achetez en ligne ou alors sur votre smartphone et vous allez ensuite récupérer votre commande qui a été préparée en magasin. Donc c'est le système du drive qui est développé dans un certain nombre de grandes surfaces, qui est assez peu coûteux puisque finalement vous êtes très proche de votre entrepôt et surtout vous ne livrez pas. Donc ça fonctionne et il n'y a qu'à l'implémenter. Et en travaillant sur des systèmes comme ça, vous pouvez très bien finalement digitaliser déjà une grande partie de la vente qui sera ensuite prête à être intégralement digitalisée avec la livraison quand les consommateurs auront plus confiance dans ces systèmes-là.